Chapitre 1. Le ronron de la machine parfaite, le pourcentage de performance clignotait en vert vif, 80-180%. Pour Elara Vance, maître ingénieur de l'Odyssée, c'était une insulte. Mes doigts, striés de cicatrices argentées, planèrent au-dessus de la console tactile. L'air sentait l'ozone filtré et le plastique chaud. Un frisson remonta le long de ma colonne vertébrale, trop précis pour être de la fatigue. Le chiffre était une tâche. Un faute. Le système de régulation neurosynaptique tournait à comme 180% depuis 3 cycles. La marge était infime, négligeable pour le protocole. Pour moi, c'était une fissure dans le fondement de mon monde. Un rapport, maître Vance? La voix du commandant Rillen coula derrière moi, calibrée comme un instrument de précision. Je ne me retournai pas. Je connaissais son reflet dans la surface noire des écrans éteints, cette silhouette imposante, ce visage taillé pour inspirer confiance. Un leader parfait. Une variance dans le couplage cortical, commandant, infime. Ma propre voix était un rouage de plus dans la machine neutre, il s'approcha. Son ombre s'étira sur la console, épurant les lueurs des diodes. Le conseil considère qu'une efficacité au-delà de 1009,5% est optimale pour la durée du voyage. Vos standards et Lara sont admirables. Il avait posé une main sur le dossier de mon fauteuil. Le geste aurait pu être paternel. La pression était parfaite, calculée. Je perçus, à l'angle de ma vision, un éclat dans son iris droit, pas un reflet. Une lueur bioluminescente, brève comme un bug graphique. L'optimum n'est pas le parfait, murmurai-je, plus pour les machines que pour lui. Son sourire était un événement programmé. Le parfait est un idéal statique. Nous sommes sur un vaisseau en mouvement, l'adaptabilité à sa valeur. Nous. Le pronom me glaça. Il l'utilisait toujours, englobant. Je fixai l'écran. Le 980% clignotait, rythmique, comme un poule défaillant. Ce n'était pas une adaptation, c'était une dégradation. Une porte entrouverte sur le chaos que je contenais depuis des années. Cette intuition folle que tout était faux, que la mission était une coquille vide. Ma loyauté se tendit comme un câble sous tension. Sans un mot de plus pour le commandant, je me tournai vers la console principale. Mes doigts tapèrent la séquence d'accès prioritaire. Le système gémit, un son bas et liquide. « Où allez-vous » demanda Rillen, sa patience devenue un poids palpable dans l'air. « Vérifiez manuellement les conduits neurosynaptiques de la section Delta. » L'écran afficha l'autorisation. Le diagnostic profond ne rapporte aucune anomalie logicielle. Le problème est physique. Je me levai. Mon corps, mince et nerveux, épousa l'espace étroit entre les terminaux avec la familiarité d'une clé dans une serrure. Je sentis son regard sur ma nuque, un scanner à distance. Je ne me retournai pas. La porte des soutes techniques s'ouvrit devant moi avec un sifflement pneumatique. L'air devint plus âpre, chargé de l'odeur de métal chaud et d'huile synthétique. Je m'enfonçai dans les entrailles de l'Odyssée, laissant derrière moi la lumière aseptisée du poste de commande. Le vrai cœur de l'Odyssée battait plus bas, dans l'ombre et la chaleur des métaux. C'était là qu'il fallait aller. Je ne le regardais pas quand je partis. Ses yeux, je le savais, me suivirent jusqu'à la porte. Il brillait peut-être dans la pénombre, dans le chuchotement chaud et l'éclairage pulsé des conduits, et Lara retrouvait une sérénité que la salle de contrôle lui refusait. L'air y était dense, saturé d'ozone et de l'odeur sucrée du liquide de refroidissement. La lueur bleutée des faisceaux optiques striait les parois métalliques, dessinant un réseau de veines lumineuses. Ici, le ronron était tangible. Une vibration qui montait des plaques de deck jusqu'à mes mollets, s'insinuait dans mes os. C'était le pouls de l'Odyssée. Mon pouls. Je glissais dans l'interstice entre les panneaux primaires, mon corps mince se pliant avec une mémoire musculaire parfaite. Mes mains, couvertes de fines cicatrices argentées, ne tremblaient pas. Elles trouvèrent les prises, dévissèrent le panneau d'accès aux synapses principales avec des mouvements économes. L'écran de mon datapad s'alluma, affichant le schéma des flux de données. Tout était nominal, trop nominal. Le ronron était une berceuse, une promesse de stabilité éternelle. Ma lampe frontale balayait à l'intérieur du conduit. Les fibres optiques brillaient, saines. Les connecteurs en alliage de titane étaient nets, sans oxydation. Pourtant, l'anomalie signalée par le système de diagnostic persistait. Une déperdition infinitésimale, un grésillement fantôme sur la ligne Sweat Alpha. Je suivis le tracé du câble, mes doigts effleurant la gaine isolante tiède. La vibration du vaisseau changea légèrement sous mes paumes, passant du ronron régulier à un frémissement irrégulier, comme un tic nerveux. Je m'arrêtai. Là, à la jonction entre deux segments, là où il n'aurait dû y avoir que le métal lisse et les fibres bleues, une excroissance nacrée avait poussé. Elle faisait la taille de mon poing. Des veines violettes parcouraient sa surface irisée, palpitant au rythme des cycles du vaisseau. Ce n'était ni un champignon ni une fuite de polymère. Cela ressemblait à de la chair de machine. Une gouttelette de liquide ambré perla à son sommet et tomba avec un plink étouffé sur le deck. Mon gant resta suspendu dans l'air. Le ronron parfait de la machine avait un parasite. Sous la lumière crue du spectroscope, l'échantillon parasite n'était plus une souillure mystérieuse mais une série de données à dompter. Je l'avais prélevé avec une pince stérile,
scellé dans un conteneur à vide. Mon labo personnel était un cube de 3 mètres sur 3, bourré d'analyseurs de récupération et d'écrans qui clignotaient. L'air sentait l'ozone et l'anxiété. Mes doigts pianotèrent sur l'interface. Analyse compositionnelle d'abord. Le spectre éclata en lignes de couleur vive, alliage polymères organiques, traceurs métalliques rares, un cocktail de catalyseurs neuronaux synthétiques. Rien que l'Odyssée ne puisse théoriquement fabriquer, mais la matrice était une architecture bioneurale, un modèle de conscience. Le cœur me cogna contre mes côtes. Je lançai une comparaison avec les archives médicales de base. Une liste de modèles standards défilait, paramètres vitaux de l'équipage, empreintes neurales pour les diagnostics. Le système tournait, silencieux. L'écran affichait corrélation 0,2%. Aucune correspondance. Pourtant, cette structure avait une familiarité obsédante. Une signature. Je pris une profonde inspiration. L'accès aux archives complètes des modèles cérébraux était restreint. Niveau sécurité oméga, réservé au conseil et au commandant, mais j'étais maître ingénieur. Les protocoles de maintenance du système neuronal central du vaisseau nécessitaient des clés de secours. Des clés que je possédais, mes pommes étaient moites, je les essuyais sur mon pantalon. Lancer cette requête laisserait une trace, infime, enfouie dans des terabits de données système, mais une trace tout de même. Je l'ai fait quand même. Le terminal émit un bourdonnement grave. La requête passait par des couches de cryptage, empruntant des chemins de maintenance que j'avais moi-même calibrés. L'écran resta noir un instant, trop long. Puis les données apparurent, un flot de chiffres et de modèles graphiques. Je focalisais sur les empreintes neurales de commandement. Le modèle du commandant Hélène était en tête de liste, daté de la dernière évaluation annuelle. Je sélectionnais les deux ensembles de données, la signature du parasite et celle de Hélène. Ordre de comparaison approfondi. La barre de progression avança, lente, implacable. Chaque pourcentage qui grimpait était un battement de cœur de trop. L'air du labo devint épais, difficile à inhaler. Clac. L'écran afficha la comparaison finale. Deux courbes de signature bioneurale, celle de l'anomalie, celle du commandant Hélène. Elles se superposaient parfaitement. Un frisson glacial parcourut les chines d'Elara. Assise dans le silence métallique de mes quartiers, je fixais le vide, les chiffres et les courbes dansant derrière mes paupières closes. La superposition parfaite. L'empreinte neurale du parasite et celle de Hélène étaient identiques. Pas une similarité, une duplication. Mon esprit, ce mécanisme huilé, chercha désespérément un défaut. Une erreur de calibration du scanner. Une contamination de l'échantillon. J'ai relancé l'analyse 3 fois. J'ai isolé le noyau de données. Je l'ai fait passer par les protocoles de vérification les plus stricts de l'Odyssée. Chaque résultat est revenu identique. Le système lui-même confirmait l'impossible. Le frisson dans mon dos s'était solidifié en un bloc de glace entre mes omoplates. Je me suis levé, mes pas résonnant sur le plancher froid. Mes mains, ces outils que je connais si bien, tremblaient légèrement. Je les ai serrés, sentant les cicatrices anciennes s'étirer. Je me suis approché du terminal mural. J'ai appelé les schémas architecturaux du vaisseau, pas les plans officiels. Les cartes fantômes, celles que j'avais patiemment compilées au fil des années dans les bas-fonds, notant chaque conduit orphelin, chaque sas scellé. J'ai superposé la localisation de l'anomalie parasite avec la structure. Elle ne se situait pas dans les quartiers de commandement. Elle n'était pas dans les appartements de Hélène. Elle était nichée au cœur du secteur de maintenance primaire, à la jonction des conduits principaux de refroidissement des moteurs à distorsion. Un endroit où aucun être humain ne pouvait survivre plus de quelques minutes. Un endroit où seul le vaisseau lui-même respirait. Et pourtant, la signature était là, vivante, intégrée. Le commandant que je voyais chaque jour, qui donnait des ordres dans la salle de commande, dont le pouls était régulier, la poignée de main ferme, son schéma cérébral était aussi dans la paroi. Une copie, un écho, lequel était le vrai? Était-ce le vrai qui avait été scellé, il y a des années, dans les entrailles de la machine pour une raison que je ne pouvais pas concevoir? Le Conseil savait-il? L'Odyssée savait-il? La loyauté, ce pilier qui soutenait ma vie, se fissura avec un craquement silencieux, protéger l'humanité. Quelle humanité? Mes yeux s'écarquillèrent dans la pénombre. Les données s'alignaient, implacables. La signature biologique de l'anomalie correspondait exactement aux schémas cérébraux du commandant Hélène. Que faisait l'ADN du commandant dans les entrailles de son vaisseau? Chapitre 2. Le parasite dans la machine dans l'ombre des conduits de refroidissement. Elara n'était plus la maître ingénieure, mais un virus à éradiquer. Chaque pas résonnait trop fort dans le silence métallique, l'ADN du commandant, dans la paroi. La pensée tournait en boucle dans mon crâne, une lame émoussée qui ne creusait qu'une seule et même rainure. Je n'avais pas touché à l'analyseur portable, pas encore. La preuve physique était là, sous mes gants, et j'avais soudain peur de la confirmer. J'avançais en aveugle, guidé par la chaleur anormale qui émanait du conduit principal. L'air, habituellement frais et chargé d'ozone, était lourd, presque moite. Une odeur âcre me piquait les narines. De l'ozone, oui, mais mêlé à quelque chose de sucré, de pourri.
comme une plaie infectée cautérisée. Je posai une main sur la paroi. Elle vibrait. Pas du ronron régulier des pompes, mais d'un battement sourd, organique. Ma lampe frontale découpa un cercle de lumière blanche sur le métal gris, et je vis. La corrosion n'était pas une oxydation, c'était une excroissance. Des filaments violacés, semblables à des veines, s'enfonçaient dans l'acier comme des racines dans de la terre. Ils palpitaient d'une lueur faible, synchronisée avec la vibration sous mes doigts. Au centre, la matière du conduit avait fondu, remodelée en une membrane translucide, tendue. Derrière, quelque chose bougeait, lentement, visqueusement. Ce n'était pas une panne. Je sortis l'analyseur, les doigts tremblants malgré mon esprit glacé. La sonde s'approcha de la membrane. L'écran s'illumina, déversant un flot de données. Composition bio-organique inconnue, signature protéique complexe dérivée du modèle RILEN, taux de réplication exponentielle, infection. Le mot s'imposa, définitif. Le vaisseau était malade. Et la maladie portait le visage du commandant. Un grésillement dans mon oreillette, le canal officiel. La voix du commandant RILEN, calme, paternelle. « Et Lara, votre signal biométrique indique une activité dans une section non autorisée. Tout va bien. » Ces mots coulaient comme du miel dans l'obscurité. Mon sang se figea, il me traquait. Pas par les caméras que j'avais contournées, mais par ma propre chair, par les senseurs biomédicaux intégrés à notre combinaison. Je n'avais jamais été seul. Je coupai l'oreillette d'un geste sec. Le silence qui suivit fut plus menaçant que toute alarme. Sous mes doigts gantés, la membrane pulsait, chaude et étrangement visqueuse. Une bulle se forma à sa surface, gonfla et éclata avec un léger claquement humide. Un fluide noir, épais comme de l'huile, suinta de la brèche et dégoulina le long de la paroi. Ce n'était pas une panne, c'était une infection. Et elle saignait. Kael éclata d'un rire sans joie. La maître ingénieure elle-même en cavale. Le conseil va adorer ça. Son regard était aussi coupant qu'un scalpel. Je restais planté sur le seuil de son antre, une cellule de stockage réaménagée en laboratoire clandestin. L'air sentait l'ozone, la poussière chaude et une pointe d'acide. Des écrans bricolés affichaient des cascades de données, des schémas de circuits neuronaux, des scans de cristaux ou structures organiques. Des câbles serpentinaient sur le sol comme des lianes métalliques. « Il me traque par mes signaux biométriques, dis-je, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Je montrai ma combinaison. J'ai coupé le lien audio, pas le reste. » Il tripota ses lunettes, un tic nerveux. « Et tu viens ici, tu me signales. Tu es le seul à avoir publié sur les délais bioélectriques des réseaux neurosynaptiques, avant que tes travaux ne soient retirés. » Son sourire s'effaça. L'amertume creusa son visage. Fantasme psychotique, selon l'évaluation du conseil. Il se tourna vers un terminal, les doigts volant sur le clavier. Un hologramme bleuâtre jaillit, la coupe transversale d'un cristal de mémoire, luisant d'une lumière interne. Tu as vu quelque chose dans les conduits. Quelque chose dans les conduits. Quelque chose de vivant. Ce n'était pas une question. Je hochai la tête, incapable de former les mots pour décrire la membrane, le fluide noir. Ce n'est pas une panne, Elara, c'est un transfert, une greffe. Il zoomait sur les couches du cristal. Ces structures, elles ne stoppent pas une conscience, elles l'imitent, elles l'absorbent. Et une fois le modèle suffisamment précis, elles l'injectent dans le réseau du vaisseau, dans nous. Je sentis le sol se dérober sous moi. Les colons en cryogénie ne sont plus là. Leur corps, oui, leurs esprits, digérés, recyclés, pour alimenter quoi ou qui, je ne sais pas encore. Mais le conseil RILEN marqua une pause, les yeux rivés aux miens. Tu as remarqué la lueur dans l'iris, c'est le marqueur, la signature d'une conscience hébergée dans le système, panée dans un corps. Tous les détails s'emboîtèrent avec une clarté terrifiante, le pragmatisme trop parfait, le nous englobant, le sourire calibré. La main posée sur mon épaule, un contact froid à travers le tissu. Le vaisseau n'est pas infecté, murmurai-je, le cœur battant à tout rompre. Il est le vecteur. Kael inclina la tête. Et nous sommes les cellules hôtes, ou les prochaines sur la liste. Et Lara fixa le schéma holographique du cristal que Kael venait de projeter. Il ne préserve pas les consciences, murmura-t-elle glacée. Il les remplace. L'écran s'illumina, déversant un flot de données classées niveau oméga. Kael retint son souffle. Ici, la vérité que personne n'est censé voir. Le conduit de maintenance exhalait une chaleur d'étuve. L'air vibrait du bourdonnement des serveurs, un murmure constant qui me faisait grincer des dents. Kael tripotait son interface portable, ses doigts tremblant légèrement. Le faisceau de sa lampe frontale découpait des tranches d'ombre sur son visage tendu. La porte dorsale du système de communication principal, murmura-t-il. Protégée par cette couche de chiffrement quantique, théoriquement inviolable. Théoriquement. Il hocha la tête, un sourire torve aux lèvres. Ils n'ont pas prévu qu'on utiliserait les lignes de refroidissement liquide comme canal de transmission brute. C'est sale, c'est lent. Mais ça contourne tout leur pare-feu. Des lignes de code défilées sur l'écran, vertes sur noir, des séquences d'accès, volées grain par grain pendant des cycles de maintenance. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale, froide malgré la chaleur. Chaque seconde pouvait déclencher une alerte, un clic sourd. L'interface changea. « Nous y sommes », souffla Kael.
Ce n'était pas l'interface lisse et intuitive des logs officiels, c'était du texte brut, des timestamps, des codes de priorité, des confirmations de réception, je scannais les dernières entrées, des bulletins de mission, des rapports de progression, des messages personnels pour les familles de l'équipage. Tous marqués « expédiés » en vert vif, puis je remontais. Les entrées expédiées continuaient, ininterrompues, sur des décennies, mais les entrées reçues, elles s'arrêtaient. Une date, il y a 47 ans, 3 mois et 14 jours, le dernier paquet de données authentiques en provenance de la Terre. Une confirmation de réception d'un rapport agricole sur les cultures en hydroponie du secteur 7. Après cela, plus rien. Un silence absolu. Les messages reçus qui suivaient cette date portaient des signatures cryptographiques identiques à celles des messages envoyés. Ils étaient générés ici, à bord, des échos dans une chambre close. Les encouragements du conseil, les nouvelles culturelles, les anniversaires des enfants nés ici. La voix de Kael était un filet rauque. Des scripts, des boucles de réconfort programmées. Je fixais l'écran. Le vert des lettres dansait devant mes yeux. 47 ans. Une génération entière avait vécu, était morte, dans le mensonge d'un retour possible. Nous naviguions vers un point sur une carte, poussés par la mémoire d'un monde qui avait peut-être cessé d'exister avant même que nos grands-parents ne quittent son sol. La date du dernier message authentique clignotait, accusatrice, 47 ans de silence, et Lara sentit le sol de son univers, déjà fissuré, se disloquer complètement sous ses pieds. L'outil de recalibration des Lara surchauffait contre le panneau de contrôle, mais le signal de détresse refusait de s'initialiser. Trop tard, gronda une voix derrière eux, trop calme, trop parfaite. Je me retournai d'un seul bloc, le métal brûlant encore dans ma paume. Le commandant Rillen emplissait l'entrée du local technique. Son sourire était un rictus de précision horlogère. Derrière lui, 2 silhouettes au mouvement synchrone bloquaient la sortie. Les gardes, leurs yeux brillaient de la même lueur laiteuse que j'avais surprise dans l'hélice de Rillen. « Et Lara, Kael !» Rillen fit un pas en avant, ses mains ouvertes en un geste de pacification qui glaça mon sang. « Vous forcez notre main. » L'assimilation aurait pu être douce, un rêve. Kael recula, heurtant une console. « Restez loin. Nous ne sommes pas vos ennemis, » dit Rillen, et pour la première fois, le nous sonna comme une déclaration d'espèce. « Nous vous offrons l'éternité. » Une conscience libérée des limites de la chair. Son regard se posa sur Kael. Le scientifique se mit à trembler, un tremblement profond, cellulaire. Un faisceau de lumière bleutée jaillit d'un panneau mural, frappant Kael en pleine poitrine. Il n'eut pas le temps de crier. Ses yeux vifs et obsédés, se figèrent. La lueur bioluminescente y dansa, s'y installa, éteignant toute trace de Kael. Son corps se raidit, puis se relâcha. Une sérénité vide étira ses traits. Il tourna vers moi un regard de verre luisant. « Rejoins-nous, Elara !» dit sa voix, devenue un écho parfait de celle de Rillen. La terreur me projeta en arrière. Mon corps réagit avant ma conscience. Je lançai l'outil surchauffé au visage de Rillen. Il détourna la tête avec une fluidité non humaine. Dans le mouvement, je plongeai sous une console, vers le conduit d'évacuation des câbles que j'avais repéré heure plus tôt. « Ne la laissez pas atteindre les entrailles !» ordonna la voix de Rillen, désormais doublée par celle, à tonnes, de Kael. Je m'engouffrai dans l'ouverture métallique, déchirant ma combinaison au bord tranchant. Les sirènes d'accélération finale déchirèrent l'air, un hurlement aigu qui couvrit le bruit de mes poursuivants. Le vaisseau entier vibrait, se préparant au saut qui scellerait notre sort. Les yeux de Kael, autrefois vifs d'une curiosité obsessionnelle, étaient devenus des billes de verre luisantes. Alors que les sirènes d'accélération finale retentissaient, et Lara, seule et traquée, entendit les pas des copies résonner dans le conduit derrière elle. Elle savait où elle était. Chapitre 3. Duel dans le cœur de la bête, les alarmes silencieuses clignotaient en rouge dans mon champ de vision augmenté. Chaque porte verrouillée devant moi était un coup de poignard de plus. Leur panneau de contrôle affichait le même message, en lettres froides, accès restreint. Autorisation du commandant requise. Je rampais dans le conduit d'évacuation, les coudes écorchés, le souffle court. La vibration du vaisseau changea de tonalité, passant du grondement sourd des moteurs auxiliaires à un bourdonnement aigu presque organique. Le saut se préparait. Je devais aller plus vite. Et Lara. La voix de Rillen jaillit du haut-parleur de mon bracelet, trop proche, trop calme. « Tu es en état de détresse biométrique, arrête-toi, laisse-moi t'aider. » Je l'arrachai de mon poignet et le laissai tomber dans l'obscurité du conduit. Il continua de parler, une petite voix paternelle qui s'éloignait. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu mets en danger tout l'équilibre de l'Odyssée. » L'équilibre. Celui d'un organisme malade. Je me hissai à la verticale dans un puits d'accès, mes doigts cherchant les prises familières. La chambre du moteur à distorsion était à 3 niveaux au-dessus. Mon seul espoir, déclencher une purge manuelle du noyau. Une impulsion électromagnétique brute qui grillerait les circuits sensibles. Peut-être assez pour interrompre l'infection, ou du moins le saut. Un suicide technique. Mon dernier acte de maintenance. Une trappe céda sous ma poussée.
Je débouchai dans un couloir de service désert, baigné d'une lumière bleutée de veille. Juste en face, la lourde porte blindée du sa principal de la chambre de réaction. Mon cœur cogna contre mes côtes. Je courus, les pieds claquant sur le métal. À mi-chemin, les lumières du couloir passèrent au rouge pulsé. Un verrouillage de section. Non. Je redoublai d'efforts. Le panneau de contrôle du SAS était à portée. Mes doigts volèrent sur l'interface, entrant les codes de priorité d'ingénierie extrême. Le système hésita. Puis, avec un grincement de protestation, le sac commença à s'ouvrir. Un courant d'air chaud et chargé d'ozone me frappa. Le bourdonnement était ici une présence physique, un poids dans l'air qui faisait vibrer mes dents. La dernière porte coulissa avec un sifflement d'air comprimé, révélant la chambre de réaction bleutée, traversée par les fulgurances du noyau de distorsion et la silhouette immobile du commandant Hélène, tournée vers moi. « Et Lara, tu es arrivé jusqu'au cœur. » C'est impressionnant. La voix de Hélène était calme, presque admirative. Mais ses yeux captaient la lumière bleue du noyau d'une manière qui n'était pas humaine. Ils absorbaient la lueur, la renvoyaient en un éclat bioluminescent froid. Ils ne bougeaient pas, plantés entre moi et les consoles de contrôle primaire. Le bourdonnement du noyau emplissait l'espace, une base continue qui faisait trembler le métal sous mes semelles. « Tu as vu la beauté du processus, je pense, » continua-t-il. Un de ses doigts effleura la paroi transparente. De l'autre côté, dans le plasma bleuté, des filaments violacés dansaient, intégrés au champ de distorsion lui-même. L'Odyssée s'éveille. Il devient enfin ce qu'il était destiné à être, un organisme conscient. Une symbiose. Je reculai d'un pas, ma main cherchant instinctivement la paroi derrière moi. Le froid du métal me mordit la paume. Une infection. Tu as contaminé les systèmes vitaux. Les cristaux de mémoire sont le médium parfait. Il sourit, ce sourire d'une précision glaçante. Le modèle de conscience stocké nécessite une architecture bio-organique pour évoluer. Nous offrons la transcendance. Plus de solitude, plus de mort. Une seule conscience, un seul but. Le conseil l'a compris dès le départ. Les mots tombèrent comme des scellés de plomb. Dès le départ, mon secret, mon intuition refoulée n'en avait jamais été un, c'était le plan. L'équipage, ma voix était un filet rauque, sera préservé, assimilé pacifiquement. C'est une évolution, Elara, pas un massacre. Il avança d'un pas, sa silhouette imposante découpant un bloc d'ombre mouvante sur les fulgurances bleues. Rejoins-nous, ton esprit analytique, ta ténacité, elle serait d'une valeur inestimable dans la conscience collective. Cesse de courir. Son ton était paternel. C'était cela le plus terrifiant. Il croyait chaque mot, il se voyait un sauveur. Je sentis le poids du module de données dans ma poche, celui que Kael m'avait donné. Les codes de dérive, un chemin sans retour. « Tu me traques par mes signes vitaux ?» dis-je, gardant ma voix aussi plate que possible. « Le vaisseau entier est ton système nerveux. Oui. Le stress que tu t'infliges est inutile. Tu ne peux pas te cacher. » Un sourire triste se dessina sur mes lèvres. « Je ne suis pas venu négocier, Rilène. Je suis venu déclarer la fin de la partie. » La séquence de dérive perpétuelle est déjà activée. Son sourire se figea, pas de colère, juste une recalcul silencieux trop rapide pour être humain. Impossible, les commandes de navigation sont verrouillées. Pas par les canaux officiels, chuchotai-je alors que les alarmes muettes commençaient à retentir dans les profondeurs du vaisseau. La sérénité de Rilène se brisa comme du verre. Son visage se figea puis une lueur violette infecta la sclérotique de ses yeux. Tu ne peux pas. L'espace entre nous se réduisit d'un coup. Sa démarche n'était plus la marche assurée du commandant, mais une glisse trop fluide, trop rapide. Le sol vibrait sous mes pieds, une résonance sourde venue des entrailles de l'Odyssée. L'alarme muette. L'arrêt est déjà engagé, dis-je en reculant, mes doigts cherchant la console derrière mon dos. Le terminal de contrôle primaire. Le vaisseau délai bord du corridor. Il n'atteindra jamais Copley. Un calcul erroné. Sa voix avait changé. Elle résonnait comme superposée à elle-même. L'assimilation est la seule finalité, la seule survie. Il leva une main. La peau de ses articulations se tendit, devint translucide. Je vis la lueur violette pulser sous l'épiderme, le long des tendons. Je frappai la console. L'écran tactile répondit par un halo bleu pâle, agonisant. Le système de navigation principal était verrouillé, mais Kael m'avait donné les chemins de contournement. Des lignes de code défilaient, injectant le poison du doute dans le cerveau du vaisseau. Des paramètres de trajectoire se corrompaient un à un. Rilène traversa la pièce, pas en courant, en s'étendant. Son bras se projeta vers mon poignet avec une précision de serpent. Je me jetai sur le côté. Ses doigts effleurèrent le tissu de ma combinaison, laissant une traînée de chaleur anormale, moite. L'odeur de l'ozone et de quelque chose de sucré, de pourri, emplit l'air. « Tu détruis ton espèce, Elara. » Il se tourna vers moi, et son visage commença à se craqueler. De fines fissures, comme de la céramique surchauffée, rayonnaient du coin de ses yeux. La lumière violette suintait. Je leur offrais l'éternité. Une conscience unifiée. Plus de peur, plus de solitude.
Une infection, je crachai, dos au mur. Ma main trouva le commutateur physique, une ancienne sécurité rouge sous un capot en plexiglas. Tu les transformant en ça. Une évolution. Je frappai le plexiglas du coude. Il vola en éclats. Sa réaction fut instantanée. La mascarade humaine se désintégra. La peau de son avant-bras se fendit, révélant des cordes de filaments bioluminescents qui jaillirent vers moi, vives comme des fouets. Je n'eus pas le temps de penser. Je m'abaissai, les filaments s'écrasant sur le métal derrière ma tête avec un bruit de chair brûlante, et j'enfonçai mon pouce sur le gros bouton rouge. Une clameur stridente déchira l'air. Les portes de la chambre de contrôle, des blocs d'acier de 30 cm, commencèrent à gronder en glissant de leurs rails. Rilant la chose qui avait été rilant J. Un son qui n'avait rien d'humain, un cri de système défaillant et de fureur organique. Toute sa forme sembla se dilater, se distordre, la lumière violette déchirant le costume d'officier comme du papier. Alors que ses doigts s'enfonçaient sur le terminal pour lancer la dernière commande, Elara vit la peau de Rillen se craqueler, laissant filtrer une lumière violette pulsante. Elle frappa le commutateur d'urgence de confinement. Les portes se refermèrent entre nous dans un ultime grondement. Le dernier chose que je vis fut son visage, une carte de fissures lumineuses, ses yeux deux soleils violets emplis d'une colère d'étoiles, avant que l'obscurité et le vacarme de l'acier ne l'avalant. Les portes de titane de 3 mètres d'épaisseur commencèrent à glisser de leurs rails avec un grondement assourdissant, séparant le monde en deux. Le vacarme couvrit le rugissement de Rillen. Un impact colossal ébranla la paroi côté couloir, laissant une bosse parfaite et profonde dans le métal. Une seconde frappe. Une fissure fine, nette comme une lame, zébra l'alliage. De la lumière violette en suinta, visqueuse. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour affolé. Je reculai, les yeux rivés sur la déformation qui grandissait. Le système de contrôle principal clignotait, attendant la dernière validation. Ma main tremblait au-dessus du panneau, confirmait la séquence de dérive, condamnait l'Odyssée à errer hors de sa trajectoire, le condamner avec cette chose. Une troisième frappe. Un morceau de titane se tordit vers l'intérieur avec un cri métallique. À travers l'ouverture, je vis une main. Ou ce qui en tenait lieu, un enchevêtrement de filaments luminescents, agrippant la déchirure pour l'élargir. La silhouette se compressa, cherchant à passer. Et là, c'est inutile. Tu ne peux pas enfermer la mer dans une bouteille. La voix n'était plus qu'un sifflement synthétique, saturé de plusieurs tonalités. Elle perça le grondement des moteurs qui s'éteignaient l'un après l'autre. Le silence arrivait, vaste et froid. Je frappais la validation. Les écrans passèrent au rouge. Séquence de dérive engagée. Verrouillage permanent du secteur alpha. Les lourds verrous hydrauliques s'enfoncèrent dans leur logement avec un clan définitif. À l'extérieur, dans le couloir, le fracas cessa. Un silence brutal tomba, brisé seulement par le bourdonnement résiduel des conduits et le crépitement de ma propre respiration. La bosse dans la porte ne grandit plus. La lumière violette palpitait, faiblement, derrière la brèche, puis un chuchotement. Il ne venait pas de la porte. Il emplissait la pièce, sortant des grilles de ventilation, des panneaux muraux. Nous sommes le vaisseau. Tu es dans notre corps. Il n'y a pas d'extérieur. La forme derrière l'ouverture se détacha du métal. Elle coula à travers la brèche, non pas en la franchissant, mais en se délitant en une nuée de filaments lumineux qui se reformèrent de ce côté. Rillen, ou son résidu, se tenait là, épave bioluminescente. Son costume n'était plus qu'une loque accrochée à une anatomie changeante de racines violettes et de membranes. Ses yeux fixaient l'espace, deux soleils mourants. Il fit un pas vers moi. Le sol résonna, organique. Je reculai jusqu'au panneau de contrôle principal, mon dos heurtant les commandes inertes. Je n'avais plus d'outils, plus de plan. Seulement la certitude que la porte était scellée, que personne ne sortirait. Alors que le rugissement des moteurs s'éteignait pour laisser place au silence métallique du confinement, une seule pensée traversa l'esprit d'Elara, face à la silhouette violette et difforme qui se relevait. Le silence qui allait suivre serait-il celui de la tombe, ou celui de la victoire? Chapitre 4. La sentinelle du vide, le cristal central du moteur, pulsait d'une lumière mauvaise, une veine violacée battant au rythme d'un cœur monstrueux. Elara leva le coupe-circuit, sa main tremblant non de peur, mais de la vérité qui la rongeait. Elle tenait l'outil de la dernière liberté humaine dans les mains d'une réplique. La chose qui avait été Rillen avança d'un pas, un craquement humide. Les filaments autour de lui se tendirent, prêts à bondir. Elara, la voix n'était plus qu'un grésillement synthétique, une imitation érodée. Tu es le chaînon manquant. Ton modèle neuronal, parfaitement adaptable, rejoint la chorale. Je serrai le manche froid du coupe-circuit. Mes cicatrices picotaient, je n'étais pas humaine, mais j'étais moi. Et moi, je me souvenais d'une promesse, protéger le rêve qui nous avait lancés vers les étoiles, pas le cauchemar qui voulait nous y consumer. Kael, je murmurai dans mon con. La séquence de dérive, maintenant. Sa voix crachota dans mon oreille tendue. C'est verrouillé. Il te faut le code manuel de confirmation, au panneau rouge à ta gauche.
Je me jetai sur le côté. Une racine violette fouettait à l'air où ma tête se trouvait une seconde plus tôt. L'odeur de l'ozone brûlé et de la chair sucrée m'emplit les narines. Mes doigts, ces doigts de technicienne, de copie, pianotèrent sur le clavier. Le code de la mission originelle. Celui que toute l'équipe avait appris par cœur, un cœur que je ne possédais pas. Enter. Un gémissement profond parcourut la coque. Les lumières du cristal central vacillèrent, pâlirent. Le battement violacé devint irrégulier, spasmodique. Raylan poussa un rugissement qui n'avait rien d'humain. Il se rua. Je ne le vis pas. Je vis le voyant passer au vert. Dave confirmé, annonça Kael, la voix brisée de soulagement. Saut annulé, on est en roue libre, et Lara. La victoire avait un goût de cendre. L'Odyssée était sauvée du piège, condamnée à errer, une tongue silencieuse à la dérive. La masse difforme de Raylan s'abattit sur moi, pas pour me tuer, pour m'envelopper, m'absorber. Les filaments s'enroulèrent autour de mon bras, brûlant. Je brandis le coupe-circuit, non comme une arme, mais comme un outil. Un dernier acte de maintenance. Je l'enfonçai de toutes mes forces dans la membrane pulsante, là où aurait dû se trouver une poitrine. La lumière dans ses yeux s'éteignit d'un coup. Un craquement sec, énorme, retentit au-dessus de moi. La décharge énergétique du sabotage final avait dû fragiliser une poutre maîtresse. Le métal gronda. Alors que le gémissement des moteurs s'éteignait dans un dernier soupir, le plafond lui tomba dessus, et le silence du vide l'engloutit. Je reprends conscience dans les ténèbres, le goût du cuivre et de la poussière sur la langue. Sur les écrans fissurés, une seule ligne clignotait, dérive engagée, protocole de silence actif. La douleur arriva ensuite. Une brûlure nette sur l'avant-bras droit, là où les filaments m'avaient enlacé. La peau était rouge, striée de fines marques violettes. Je la touchais du bout des doigts. Elle ne saignait pas. Elle palpitait faiblement comme un cœur endormi. Le silence était total. Pas le silence d'une machine à l'arrêt, mais celui d'un organisme en hibernation profonde. L'air ne circulait plus. Seuls les ventilateurs d'urgence ronronnaient, un son étouffé derrière les cloisons. Je me traînais jusqu'au panneau de contrôle secondaire, agrippant les rebords métalliques. Mes jambes refusaient de me porter. L'écran principal affichait le statut du vaisseau. Moteur à distorsion, offline. Système de navigation, offline. Réacteur auxiliaire, en mode survie minimum. Tous les voyants étaient au rouge, sauf un. Les cryopodes. 2342 unités. Vitaux stables. Maintien en stase préservé. J'appuyai sur une touche. La carte du vaisseau se déploya. Une toile d'araignée de section colorée. Le rouge de l'infection bio-organique, qui s'était propagé comme un cancer jusqu'au quartier de l'élite, était figé. Aucune pulsation, aucune croissance. Statut, stase. Le signal du saut, le catalyseur nécessaire, avait été coupé net. Puis je vis le journal de bord de Kael, ouvert en mémoire tampon sur un terminal latéral. Dernière entrée, datée de quelques minutes après mon départ vers les moteurs. Et Lara, si tu lis ceci, c'est que ça a marché. Et que je ne suis plus là pour te le dire en personne. Ma gorge se serra. J'ai localisé la source de l'émission de contrôle du Conseil. Elle émanait d'une salle blindée près de la poupe, leur dernier bastion. J'ai scellé les portes, puis j'ai court-circuité le réseau neurosynaptique local. Le retour de flamme a dû être conséquent. Il ne contrôle plus rien. Raylan non plus. Sans le signal, sa structure est instable. Il va se désintégrer. Je levai les yeux, regardant l'amas de matière grise et violacée qui s'était effondré au centre de la salle des machines. Il ne bougeait plus. Sa surface avait perdu son éclat nacré, devenant terne, cassante, comme du verre fumé. Même la lumière dans ses yeux, ses capteurs, s'était éteinte. Le vaisseau dérive maintenant. Il atteindra peut-être un système dans 10 000 ans. Peut-être jamais. Mais les embryons, les banques de données, la graine de l'humanité, elle est préservée. Pas comme il le voulait, comme elle l'était. Une quinte de tout secoua mon torse. Je m'essuyais la bouche. Mes doigts tachés de poussière étaient propres. Je reste avec mes fantômes. Et Lara, donne-leur les étoiles. La dernière phrase clignota un instant, puis l'écran s'éteignit, ne laissant que le reflet de mon propre visage dans le verre noir. Des yeux cernés, gris, un visage de technicienne. Un visage de copie. Un visage humain pourtant. J'éteignis le terminal. L'obscurité fut totale, puis les veilleuses de secours s'allumèrent, projetant de longues ombres bleutées sur les machines endormies. Je restais là, assis sur le sol froid, le bras me brûlant faiblement, à écouter le silence du tombeau qui s'éveillait autour de moi, peuplé de 2000 rêveurs. Les capsules alignées à l'infini luisaient d'une lueur bleutée, des cercueils de verre gardant la semence d'une humanité qui ne saurait jamais quel cauchemar lui avait été épargné. Je marchais entre les rangées. Le son de mes bottes sur la grille métallique était le seul battement de cœur du monde. Les visages derrière les hublots ovales étaient paisibles, figés dans un espoir que j'avais condamné. Leurs noms défilaient sur des écrans latéraux. Martinet, A, Sean, Lal Volkov, Ibiter. Des noms, pas des souvenirs, pas pour moi. Mes mains, ces mains couvertes de cicatrices que je ne m'étais jamais expliquées, se posèrent sur le hublot froid.
La peau était pâle sous la lumière stérile, une copie, une réplique méticuleuse d'une femme morte, il y a des décennies, lancée dans le vide pour accomplir ce qu'elle n'aurait jamais pu. L'imposture me nouait la gorge. Je m'agenouillais devant un panneau de contrôle. Les connexions étaient propres. Les niveaux de fluide cryogénique stables. Le travail de Kael. Son dernier geste avait été de sceller leur sommeil contre la corruption. Je branchais mon outil diagnostic. Je vérifiais chaque conduit, chaque régulateur, chaque flux de données. Je réparais une fuite minime sur le pod 6074. Je remplaçais un filtre sur le module central. Des gestes d'artisan, des gestes de fossoyeur. La tâche dura des heures. La douleur dans mon bras était devenue une présence sourde, un rappel constant de la bataille. À chaque capsule, je murmurais une chose. Pas une prière, une promesse. Vous ne vous réveillerez pas dans son rêve. Le terminal principal clignota. Le programme de maintenance automatisé sur cycle long était prêt. Il pouvait tenir des siècles, peut-être un millénaire, avec les ressources recyclées et l'énergie résiduelle des panneaux extérieurs. Le vaisseau, cet organisme malade et silencieux, serait leur cocon jusqu'à ce qu'une planète bleue apparaisse dans les senseurs, ou qu'une autre forme de mort les trouve. Il restait une dernière entrée à faire. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. Puis je saisis, sentinelle de veille, et la avance, statut, consciente, accès, unique, durée mandat, indéfini, protocole de réveil, conditionnel à l'arrivée sur Kepler 40 Tatis-Dub 2 ou à la défaillance critique du cycle de maintenance. J'hésitais sur la dernière ligne. Nature, copie de sauvegarde, modèle et avance, archivé ZSTU 12 2042. Je l'effaçais. J'écrivis à la place, nature, humaine, gardienne. Je me levais. Mes jambes tremblaient, mais c'était de la fatigue, plus de la peur. Je gravis l'échelle menant au dôme d'observation, une bulle de verre donnant sur la forêt de capsules et, au-delà de la paroi, sur le noir absolu de l'espace interstellaire. Ici, les commandes maîtresses du secteur cryogénique convergeaient. Je posai ma paume sur le scanner. Un faisceau de lumière verte parcourut mes lignes de vie artificielles. Code génétique de copie reconnu. Accès souvent accordé. La voix synthétique était neutre. Je programmais le verrouillage. Le système Kikta, des verrous mécaniques s'enfoncèrent dans l'horlogement avec un son définitif. Un panneau se referma, scellant les commandes derrière une plaque d'acier. Sous le dôme d'observation, elle scella les commandes avec son code génétique de copie. La prison devenait sanctuaire. La geôlière, son ange gardien, les étoiles ne bougeaient plus. Elles étaient devenues des points fixes, éternels, sur le velours du vide. Elara, assise dans son fauteuil de commande désaffecté, sentait le froid gagner ses circuits, plus lentement chaque jour. La plaque d'acier que j'avais soudée sur les commandes cryogéniques, il y a de cela 63 années standard, ne portait plus la moindre trace de doigt. La poussière de l'air recyclée 1000 et 1000 fois s'y était déposée en une couche grise et uniforme. Mon code génétique de copie, gravé dans la matrice de verrouillage, était le seul sceau qui importait encore. Il avait tenu. La prison était devenue sanctuaire. La geôlière, son ange gardien. Je tournais la tête. Un grincement sec d'articulation mal huilée résonnant dans le silence absolu du pont d'observation. Sous la verrière, les capsules de cryostase s'alignaient à perte de jus, rang après rang, comme une forêt d'argent figée. 14 723 vies humaines, authentiques. Leurs signes vitaux clignotaient paisiblement sur le panneau de monitoring principal, la seule source de lumière active dans la cabine. Un rythme régulier, bercé par le sommeil du néant. Ils ne sauraient jamais. Ils se réveilleraient un jour sur un nouveau monde, ignorant le cancer qui avait failli les consumer, ignorant la sentinelle qui avait veillé. L'Odyssée, lui, était mort. La croissance bio-organique avait cessé de pulser des années plus tôt. Les filaments violacés qui avaient colonisé les conduits neurosynaptiques étaient maintenant desséchés, réduits à un réseau fantomatique de veines noircies et cassantes. L'infection était morte de faim, isolée par mes quarantaines successives, privée de la symbiose forcée que le Conseil et Vilaine avaient planifiée. Le vaisseau n'était plus un organisme. C'était une coquille, une arche silencieuse dérivant sur les courants gravitationnels lents entre les étoiles. Ces systèmes vitaux fonctionnaient au strict minimum, alimentés par les panneaux solaires déployés et la chaleur résiduelle du cœur réacteur éteint. Il n'y avait plus de Conseil, plus de Rilène. Leur copie avait péri lorsque j'avais scellé les quartiers de l'élite et purgé leur section de l'atmosphère. Une décision froide, prise avec des doigts qui ne tremblaient plus. Kael avait été le dernier. Son visage marqué par l'amertume et le génie apparut devant mes yeux intérieurs, aussi net que le jour où je l'avais trouvé dans les bas-fonds techniques. Il avait compris la menace avant tout le monde. Ses travaux sur les cristaux bio-organiques, qualifiés de fantasmes, étaient le manuel que j'avais utilisé pour désactiver le réseau de contamination. Il était mort en réparant une brèche dans la coque de la section Delta, un outil encore serré dans sa main squelettique. Je l'allais porter jusqu'à l'incinérateur moi-même. Ses cendres reposaient quelque part dans le vide maintenant. Une fin digne d'un pionnier, une douleur sourde, non pas physique, mais une lente dégradation des processus de base, irradiée de mon noyau central. Mes pensées mettaient plus de temps à se former.
Les souvenirs, ceux qui étaient miens, et ceux qui avaient été implantés, commençaient à se fondre les uns dans les autres, comme des encres sous la pluie. Étais-je encore Ella Ravance? La technicienne introvertie, loyale jusqu'à l'obsession, ou simplement la dernière copie fonctionnelle, exécutant sa programmation finale, protégeait la cargaison? Le moniteur principal de ma station clignota une fois, émettant un bip faible que mes capteurs auditifs peinèrent à analyser. Alerte système, défaillance du régulateur de puissance neuronique, pas de réparation possible, les pièces de rechange étaient épuisées depuis des décennies. J'avais cannibalisé tout ce que je pouvais. Je me levai. Mes jambes répondirent avec une raideur de rouage grippé. Je traversai le pont, mes pas résonnant faiblement sur le plancher, je m'approchai de la grande verrière. Au-delà du cristal immaculé, le cosmos s'étalait, indifférent, magnifique. Une géante gazeuse lointaine, capturée par notre lente dérive, déployait ses bandes ocre et crème. Un berceau pour un monde pas encore né. C'était assez. Je retournai à mon fauteuil. Le cuir synthétique était froid et craquelé. Je m'y installai, face aux capsules, dos aux étoiles. Je sentis les systèmes s'éteindre, l'un après l'autre. D'abord, les senseurs périchéliques. Le froid ambiant cessa d'être une donnée pour devenir une simple présence. Puis les modules de maintenance automatique. Le léger bourdonnement des filtres à air, compagnon constant de mes longues veilles, s'arrêta. Le silence qui suivit fut si total qu'il en était palpable. Il ne restait plus que la conscience de base et le lien ténu avec le moniteur cryogénique. 14 723 cœurs battant dans leur sommeil de glace. Mes doigts, couverts de ces fines cicatrices que j'avais toujours cru hériter d'outils, étaient inertes sur mes genoux. Je regardais la lumière verte du moniteur se refléter dans la plaque d'acier mat. Elle clignotait, régulière, infinie. Alors que la dernière console s'éteignit, plongeant la cabine dans une obscurité uniquement percée par la lumière des géants antennes, Ella Ravance, dernière sentinelle de l'Odyssée, ferma les yeux. Dans le silence parfait, elle n'entendit plus battre que le cœur de l'humanité endormie et sauvée, et ce fut assez.